Depuis quelques mois, Taïwan a un nouveau président, Lai Ching-te, également connu comme William Lai. Il a prêté serment le 20 mai dans un contexte de forte tension avec la Chine. J'espère que la Chine fera face à la réalité de l'existence de Taïwan, respectera les choix du peuple de Taïwan et, de bonne foi, choisira le dialogue plutôt que la confrontation. Beijing a réagi à l'investiture de Lai Ching-te en organisant de vastes exercices militaires simulant une invasion de Taïwan. Un message clair au nouveau président perçu comme favorable à l'indépendance. La Chine affirme que les exercices militaires encerclant Taïwan visent à tester sa capacité à prendre le pouvoir. Sous tes yeux, en rouge, les exercices militaires chinois d'août 2022 et en jaune, ceux de mai 2024. Ces manœuvres ont mené à l'encerclement de Taïwan par la mer et par les airs, une forme de guerre psychologique visant à rappeler aux Taïwanais que leur liberté dépend de la tolérance et du bon vouloir de Beijing. Après ce qu'il s'est passé à Hong Kong, en vrai, les perspectives pour Taïwan sont pour le moins préoccupantes. La Chine abandonne la référence à la réunification pacifique avec Taïwan. Alors, avec l'élection de Donald Trump, on peut s'attendre à un changement de ton des États-Unis envers la Chine. Par le passé, Trump avait déjà montré une posture plus dure envers Beijing, et ce qui pourrait pousser Taïwan à revoir ses dépenses de défense. Donc, compte tenu des menaces croissantes, on pourrait s'attendre à ce que Taïwan investisse massivement dans sa défense. Pourtant, contrairement à la Corée du Sud qui consacre environ 3% de son PIB à la défense face à la menace nord-coréenne, Taïwan dépasse à peine les 2%. Ce chiffre est surprenant, surtout quand une agression chinoise semble plus probable qu'une attaque nord-coréenne contre son voisin du Sud. Ça soulève une question clé. Pourquoi Taïwan dépense-t-il si peu pour sa défense malgré la menace constante de la Chine? Est-ce un signe de négligence ou y a-t-il une autre explication? Aujourd'hui, on va tout expliquer, mais déjà, je tiens à te signaler que seulement 17% d'entre vous êtes effectivement abonnés à Diplometrix. Donc vous connaissez la rengaine, abonnez-vous, lâchez un like et partagez, ça nous aide beaucoup. Et puis si vous avez envie de taper la discute, vous pouvez écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti. « 祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。» Depuis la victoire de Mao Zedong en 1949, la Chine a toujours été obsédée par une chose, récupérer Taïwan, le dernier territoire à avoir échappé au Parti communiste chinois. L'île était devenue le refuge des dirigeants de la République de Chine et du Kuomintang. On en a déjà parlé plusieurs fois sur Diplo. Aujourd'hui, avec le ralentissement de l'économie chinoise, les problèmes intérieurs et la guerre commerciale avec les États-Unis, le discours nationaliste se renforce encore davantage. Un grand classique des régimes autoritaires. Sauf que la question de Taïwan, elle est justement au cœur de ce nationalisme. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la Chine modernise ses forces armées à une vitesse impressionnante. Logiquement, on pourrait penser que Taïwan réagit en augmentant ses dépenses militaires, surtout quand son existence propre est en jeu. Et bah, regarde ce graphique. Comme tu peux le voir à l'écran, malgré un léger rebond récent, la tendance à Taïwan ces dernières décennies a été de réduire progressivement l'effort économique consacré à la défense. Si l'on regarde les données de la dernière décennie, on pourrait croire que la défense n'est pas une priorité pour Taipei, ce qui paraît surprenant vu la menace constante de la Chine. Résultat, entre 1996 et 2019, Taïwan a réduit de moitié la part de son PIB consacré à la défense, ce qui, croyez-moi, plus facile à dire qu'à faire. Et malgré les annonces récentes d'augmentation des dépenses militaires, on voit pas de changement significatif. La tendance reste globalement la même. Taïwan prévoit la plus faible augmentation des dépenses militaires en 6 ans. Et là, on est en droit de se poser des questions. Taïwan est directement menacé par la Chine et a une énorme importance stratégique, notamment grâce à son rôle clé dans l'industrie des puces électroniques. Pourtant, l'île de Formose ne semble pas prendre la défense aussi sérieusement qu'on pourrait l'imaginer. Les rapports militaires sont unanimes. Taïwan ne dépense pas assez en matière de défense. Prenons un exemple concret. Taïwan consacre 709 $ par habitant à la défense, un chiffre similaire à celui de pays comme les Pays-Bas ou la Nouvelle-Zélande, qui sont pas face à une menace imminente. À titre de comparaison, Singapour dépense environ 2200 $ par habitant et Israël près de 3000 $. On a donc l'impression que Washington est plus préoccupé par la sécurité de Taïwan que Taipei elle-même. Étrange, non? Eh bah, c'est pas un constat isolé. Les États-Unis pressent Taïwan depuis des années pour augmenter ses dépenses pour être prête à réagir en cas d'invasion chinoise. Un scénario de plus en plus probable. Le plus surprenant dans tout ça, contrairement à beaucoup de pays, la majorité des Taïwanais sont en faveur d'une augmentation des dépenses militaires.
Plus de la moitié des Taïwanais soutiennent un budget défense de 3% du PIB. 41% des personnes interrogées sont prêtes à payer des impôts plus élevés pour augmenter le budget de la défense. Pour atteindre les 3% du PIB consacrés à la défense en 2023, Taïwan aurait dû dépenser 6,6 milliards de dollars de plus que ce qui a réellement été dépensé. Mais alors, si la menace chinoise est bien réelle et que la société taïwanaise soutient cette augmentation des dépenses, alors pourquoi le budget de défense de l'île reste toujours aussi bas? Et on va regarder ça dans le chapitre suivant. Un faux sentiment de sécurité? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que feraient les États-Unis si la Chine attaquait Taïwan? Si tu penses que l'oncle Sam défendrait sans hésitation Taipei, tu partages la même opinion que le gouvernement taïwanais. Et c'est précisément ce sentiment qui pourrait t'expliquer pourquoi les dépenses de défense de Taïwan sont pas aussi élevées qu'elles devraient l'être. Mais et si je te disais qu'il y a une sorte de zone grise dans cette interprétation? Les relations Taïwan-États-Unis en matière de défense reposent sur ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. En clair, les États-Unis ne confirment pas, mais ne nient pas non plus qu'ils interviendraient en cas d'invasion chinoise. Il n'y a pas de pacte de défense, contrairement à ce que l'on voit avec la Corée du Sud par exemple. Surtout que l'arrivée de Trump pourrait rendre cette ambiguïté stratégique encore plus complexe. Son administration pourrait donner un soutien symbolique renforcé à Taïwan pour défier Beijing, tout en gardant une part d'incertitude pour maintenir une pression sur les deux pays. Aujourd'hui, au-delà des déclarations de soutien de l'administration actuelle, il n'y a pas d'engagement formel. Si un autre président moins engagé arrive, Taïwan pourrait se retrouver sans protection. Alors pourquoi ce manque de clarté pour l'un des alliés les plus menacés des États-Unis? La réponse est très simple, la Chine. Washington ne reconnaît officiellement qu'une seule Chine depuis 1979 et c'est la République populaire de Chine. Taïwan n'a jamais proclamé son indépendance, ce qui limite les options de protection. En plus, depuis, la Chine est devenue une puissance économique capitale dont dépendent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Aller trop loin dans la défense de Taïwan pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale, notamment pour les États-Unis et leurs alliés en Asie et en Occident. Il y a déjà eu des précédents où les États-Unis ont choisi de ne pas contrarier la Chine. En 2001, après les attentats du 11 septembre contre les tours jumelles à New York, George Bush a retardé une vente de chasseurs F-16 à Taïwan pour obtenir la collaboration de la Chine dans la lutte contre le terrorisme. En fin de compte, certains événements montrent que les intérêts stratégiques des États-Unis passent avant la défense de Taïwan. Et ça ne s'arrête pas là. En plus de tout ça, les États-Unis accumulent aussi des retards dans la livraison d'armes à Taïwan, qu'il s'agisse d'artillerie, de systèmes de défense maritime ou de missiles. Pour te donner une idée, la modernisation des F-16 et la livraison des missiles AGM-154 ont pris plus de 10 ans de retard. En fait, les retards sont si importants qu'il y aurait environ 19 milliards de dollars d'équipement en attente de livraison. Un montant supérieur à tout le budget militaire de Taïwan rien que pour l'année 2023. Si on se concentre sur les dépenses d'équipement, ça représente plusieurs années de budget militaire. Ce retard décourage évidemment Taïwan d'acheter davantage d'armes aux États-Unis. Pourquoi signer des contrats qui s'accumulent sans fin dans un tiroir alors que cet argent pourrait être utilisé pour d'autres priorités? Et tu te demandes peut-être pourquoi Taïwan ne se tourne pas vers d'autres fournisseurs comme le Royaume-Uni, la France, Israël ou même la Corée du Sud, qui ont toutes des industries de défense florissantes. C'est une bonne idée, mais il y a un problème, la Chine, on y revient. Taïwan n'étant pas reconnu comme un État par la majorité des pays, tout contrat d'armement avec Taipei risquerait d'être perçu comme une provocation par Beijing. Si des pays comme la France ou la Corée du Sud se mettaient à vendre des armes à Taïwan, la Chine réagirait en se mettant très en colère. Et encore une fois, oublie pas que la Chine est une superpuissance économique et militaire avec une influence croissante. Par exemple, la Corée du Sud exporte près d'un quart de ses produits vers la Chine. Autant dire que Séoul ne prendrait jamais un tel risque. Surtout que l'industrie militaire états-unienne ne verrait pas d'un bon œil que Taïwan transfère ses milliards vers d'autres fabricants d'armement. Et Taipei tient à ne pas perdre son influence à Washington. Donc, avec la croyance répandue à Taïwan que les États-Unis interviendraient en cas d'invasion, on comprend mieux pourquoi Taipei ne cherche pas de nouveaux fournisseurs, ni n'investit massivement dans la défense. Mais attends, c'est pas fini. Les retards états-uniens et la peur des représailles chinoises ne sont pas les seules raisons des faibles dépenses militaires de Taïwan. Taipei a aussi sa part de responsabilité, et c'est exactement ce dont on va parler dans le chapitre suivant. L'arène politique.
général, on observe que les partis de droite sont plus enclins à augmenter les dépenses militaires, tandis que ceux de gauche sont plus réticents. C'est vrai pour la plupart des pays, mais à Taïwan, c'est exactement l'inverse. Le traditionnel Kuomintang et le Parti populaire, tous deux classés à droite, sont plutôt réticents à investir davantage dans la défense. En revanche, le Parti démocrate progressiste, de centre-gauche et actuellement au pouvoir, est celui qui pousse pour une augmentation des dépenses militaires. Alors, pourquoi je te raconte ça? Parce que la politique taïwanaise est un véritable casse-tête, et ça complique sérieusement la mise en place de plans de défense à long terme indispensables pour réformer et moderniser l'armée. Un bon exemple, à Taïwan, il faut distinguer le budget de base de la défense, qui fait partie du budget général, et les dépenses extraordinaires, comme les achats d'équipements militaires qui nécessitent une approbation séparée du Parlement. Par exemple, en 2023, Taïwan a dépensé environ 16 milliards 600 millions de dollars pour la défense, alors que seulement 13 milliards étaient budgétisés. Ce décalage, qui représente plus d'un cinquième des dépenses, montre à quel point obtenir l'approbation pour ces postes est un défi politique. Alors je te l'ai déjà dit, tous les partis ne sont pas d'accord pour s'armer jusqu'aux dents. D'un côté, le Kuomintang, qui croit toujours à l'idée d'une Chine unifiée et cherche à maintenir des relations avec Beijing, préfère une approche de construction de ponts. Comment justifier alors un énorme budget militaire sans risquer de tout gâcher avec la Chine? De l'autre côté, le Parti populaire, à tendance socio-libérale, souhaite prioriser les dépenses sociales plutôt que l'armement. Et comme le gouvernement est minoritaire, ces partis tentent de contrôler ce qu'il fait, adoptant petit à petit des dépenses supplémentaires. Résultat, le Parlement taïwanais devient un frein aux dépenses de défense stables et régulières. Sans un budget militaire conséquent et prévisible, il est difficile de réformer l'armée ou de moderniser les équipements. Alors qu'est-ce qu'il se passe si cette année t'obtiens des fonds et pas l'année suivante? Tout tombe à l'eau et c'est un gros problème. Ensuite, il y a la question du soutien populaire. Certes, la majorité des Taïwanais sont pour une augmentation des dépenses militaires, mais ça signifie aussi qu'une grande partie ne l'est pas, et leurs raisons sont valides. Taïwan est une démocratie habituée à dépenser pour le bien-être social, un peu comme la Suède mais en Asie. Les Taïwanais craignent que plus d'argent pour les armes signifie moins pour les politiques sociales, ce qui est pas absurde, surtout dans un contexte où, par exemple, le logement est de plus en plus inaccessible, notamment pour la jeunesse. La réaction naturelle de plein de Taïwanais face aux défis qu'ils rencontrent au quotidien est de demander des solutions à ces problèmes, comme le logement ou le coût de la vie, plutôt que de se focaliser sur les missiles, les chasseurs et les chars. Par ailleurs, seulement 25% de la population s'inquiète réellement d'une invasion chinoise. Alors pourquoi une telle confiance? Alors certains analystes estiment que la manipulation de l'information par la Chine joue un rôle. Beijing investit des sommes colossales pour diffuser sa vision du problème de Taïwan, et le fait que les deux pays parlent mandarin facilite cette influence. Il y a aussi une résignation chez certains Taïwanais qui pensent que face à la puissance écrasante de la Chine, investir dans la défense serait futile. D'autres croient que la géographie de l'île, entourée de mines sous-marines, rend une invasion trop coûteuse pour être réaliste. Et puis, il y a ceux, une majorité de 55%, qui comptent sur les États-Unis pour intervenir en cas de guerre. Ils estiment que l'aide états-unienne dissuade suffisamment Beijing pour éviter une attaque. Enfin, si la Chine décidait d'envahir Taïwan malgré tout, ça lui coûterait très cher. Une perturbation des routes commerciales dans le détroit de Taïwan et la fuite d'entreprises pourrait faire perdre jusqu'à 25% du PIB chinois, une véritable catastrophe qui rendrait cette guerre extrêmement impopulaire à l'intérieur même de la Chine. Alors que les États-Unis et l'Occident continuent de pousser Taïwan à augmenter ses dépenses de défense, les divisions politiques internes, les préférences des Taïwanais et la perception de la menace chinoise maintiennent le budget militaire à des niveaux relativement bas. Maintenant, la question elle se pose, mais à toi, est-ce que Taïwan est en train de surestimer ses capacités de défense? Est-ce que l'île devrait augmenter son budget militaire? Et surtout, est-ce que tu penses que les États-Unis interviendraient pour défendre Taïwan en cas de conflit avec la Chine? Surtout qu'avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, cette question devient plus cruciale que jamais. Est-ce que la nouvelle administration sera une alliée solide pour Taïwan, ou est-ce qu'elle jouera un jeu d'équilibre complexe pour contenir la Chine? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager, tu connais la rengaine. Les gens, à très bientôt pour plus de news. À ciao, bonsoir.